À partir de consultations familiales et d'un bilan psychologique, nous abordons un cas d'enchevêtrement des romans sur les origines. Donc, Natalia Toulet, qui est à côté de moi, va vous présenter les éléments saillants de la consultation adoption avec la mère de Milena. Puis Patricia Lutin vous parlera de sa rencontre avec Milena au travers de l'examen psychologique. Enfin, je terminerai par quelques réflexions générales à propos de ce cas singulier. Pour des raisons de confidentialité, bien sûr, les références cliniques de cette contribution ont été modifiées. Oui, je suis Marie-Paul Poggionovo. Merci Marie-Paul. Alors, il s'agit de Madame K, mère célibataire, et sa fille Milena, âgée de 8 ans, adoptée à l'âge de 1 an dans une ville de l'Est de la Russie, pas loin de la frontière avec la Chine. Elle vient nous voir suite à un acte auto-agressif de Milena, qui a sauté par la fenêtre du premier étage de sa maison. Elle est donc sujette à des comportements à risque et à des automutilations. Milena présente par ailleurs des crises de colère qui n'arrivent que lorsqu'elle reste seule avec sa mère et qui impressionnent beaucoup cette dernière. Madame décrit son inquiétude, son impuissance, mais aussi son sentiment d'étrangeté devant ce qu'elle appelle une transformation de sa fille, qu'elle dit ne pas reconnaître en ces moments de crise. Elle pense que les problèmes psychologiques de sa fille peuvent être héréditaires. Toutes les deux ont déjà un suivi individuel en psychothérapie. Nous recevons dans un premier temps la mère et l'enfant en consultation familiale. Devant les troubles de comportement de Milena décrits par sa mère, nous proposons un bilan psychologique qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement psychique de l'enfant. Contente de sa rencontre avec la psychothérapeute qui la reçoit en thérapie individuelle, Milena a désinvesti notre consultation et dans un deuxième temps, nous recevons Madame K seule. C'est lors de ces séances que nous apprenons la démarche entreprise par la mère pour retrouver les parents de naissance de Milena. Milena a été abandonnée à la naissance et a vécu dans un orphelinat jusqu'à son adoption. Il se trouve que le nom de sa mère biologique figure dans son dossier. Madame, elle est fille unique. Au moment de sa naissance, ses parents se séparent. Son père meurt peu de temps après, suite à un cancer. Les relations entre Madame et sa mère sont conflictuelles. Madame nous fait part de son sentiment que sa mère ne lui laisse pas la place de mère auprès de sa fille. En couple pendant plusieurs années, Madame tombe enceinte, mais n'étant pas soutenue par son compagnon, elle décide de ne pas garder l'enfant. Le couple finit par se séparer et Madame entreprend seule les démarches d'adoption. Elle nous parle de son désir de transmission, qui était la motivation essentielle de sa décision d'adopter. Qui dit transmission dit filiation, et qui dit filiation dit origine. Et là, je parle bien des origines de la mère, dont le travail psychique d'inscription de son enfant adopté dans sa filiation n'est pas interroger fantasmatiquement sa propre inscription filiative. Or, son histoire familiale comporte la séparation des parents au moment même de sa naissance et la disparition du père, ce qui témoigne d'une fragilité d'affiliation de Madame qui exacerbe sans doute le sentiment d'étrangeté qu'elle éprouve envers sa fille adoptive. Nous pouvons émettre l'hypothèse que son roman familial, qui, comme on le sait après Freud, vise à corriger l'existence, a été construit afin de pallier un Oedipe mal résolu et prend une place excessive dans son psychisme. C'est dans cette optique que l'on peut comprendre les craintes de Madame concernant une pathologie présumée de sa fille, dont elle va chercher une explication génétique du côté de ses parents de naissance, tandis que ces craintes reflètent très probablement sa propre insécurité psychique. Madame pourrait inconsciemment se sentir responsable de la destruction de sa famille et de la mort de son père, et cette responsabilité, inscrite sans doute dans la configuration de son fantasme oedipien, l'amène à reproduire le même scénario de rupture dans son couple qu'elle cherche en vain à préserver. Effectivement, la culpabilité qui travaille Madame la pousse, au moment où elle tombe enceinte, à protéger les relations avec son compagnon et à renoncer à cette maternité et à sa place de mère. Nous pouvons imaginer qu'elle s'identifie avec cet enfant sacrifié dans un mouvement de repentir
pour réparer fantasmatiquement le mal qu'elle aurait fait à son propre père par le fait de sa naissance et de retrouver le père idéalisé de son roman familial. En tout cas, lorsqu'elle nous apprend dans un après-coup sidérant pour le consultant la démarche de recherche des parents biologiques de sa fille, qu'elle a entreprise avant notre rencontre, mais qu'elle ne nous dévoile qu'à bout de plusieurs séances, elle met en avant son intention de trouver le père de Milena. Mission d'emblée impossible, mais qui s'inscrit logiquement dans sa propre quête inconsciente du père. Munie du nom et du prénom de sa mère biologique et connaissant la ville où elle habitait au moment de la naissance de Milena, Madame tente sa chance sur Facebook et trouve sans difficulté une personne qui correspond au profil. De plus, Madame est persuadée de reconnaître les traits de Milena sur la photo de cette dame. Alors, elle lui écrit via le traducteur de Google et reçoit une réponse négative catégorique. Non, je n'ai pas accouché d'une petite fille tel jour de telle année et dans telle maternité. Cependant, Madame reste persuadée qu'elle a trouvé la bonne personne et semble soulagée par ce qu'on peut considérer comme un deuxième abandon de Milena par sa mère biologique, qui confirme la légitimité de Madame et sa place unique auprès de sa fille. D'ailleurs, les relations avec sa propre mère commencent à s'améliorer. Mais les crises de Milena continuent. Madame se dit que l'agressivité de Milena s'adresse inconsciemment à sa mère de naissance et décide de parler de sa découverte à sa fille. Elle lui présente la photo de sa mère présumée et lui parle de tout ce qu'elle a pu apprendre de sa vie actuelle. Milena réagit positivement. Elle affirme qu'elle aime sa mère d'origine, l'appelle « ma maman de cœur » et place la photo imprimée de Facebook dans une boîte couverte de petits cœurs. Quel sens donner à ces passages à l'acte maternel qui devance les questionnements de l'enfant sur ses origines et l'expose à une réalité brute, si ce n'est pas brutale? Tout se passe comme si cette recherche des origines répondait avant tout à la quête de la mère par rapport à ses propres parents. Ayant du mal à s'identifier avec sa fille sur le plan fantasmatique, elle prend sa place dans le réel en déplaçant sur les parents de naissance de Milena les problématiques qu'elle a besoin de régler avec ses propres imagos parentales. Ma mère de naissance m'a mise au monde et m'a donnée à la maison des enfants. Et ma maman a fait un dossier en Russie. Voici comment Milena parle de son adoption. Si le don d'enfant est nommé, l'adoption est tue, comme cachée, presque effacée derrière ce dossier. Double dossier, l'un constitué par Madame K et celui qu'elle récupère et qu'elle va réouvrir, comme nous l'avons entendu, afin de retrouver les parents d'origine. Milena ajoute « J'aime pas trop l'histoire ». Quand elle nous relate son année de CE2, elle, pourtant décrite par son enseignante comme une élève particulièrement sérieuse et appliquée, aimant toutes les matières, mais pas trop l'histoire. De quelle histoire parle-t-elle? De la grande histoire ou de l'histoire de sa mère adoptive, de la sienne, de leur histoire en construction ou des interactions et enchevêtrements de l'une dans l'autre? Milena a donc 8 ans quand nous la rencontrons pour un bilan psychologique approfondi, afin d'éclairer le sens de ses symptômes, notamment ses moments d'impulsivité et de mise en danger. C'est une enfant vive et pétillante, bien inscrite dans la relation et qui investit pleinement la passation. Elle montre ainsi un réel plaisir à penser, son langage est bien construit, son vocabulaire est riche et étendu. Mais quand elle est face à des situations qu'elle ne maîtrise pas, elle préfère laisser libre cours à son imagination sur un mode enfantin et ludique, privilégiant le principe de plaisir au principe de réalité. Ainsi, lors d'une épreuve graphique, elle ne recopie pas d'emblée le losange que nous lui présentons, mais le transforme en étoile. Ou bien, elle imagine qu'une figure un peu complexe représente un arc-en-ciel. Des besoins de réassurance et d'étayage se manifestent par ailleurs à travers l'utilisation de l'espace de la feuille, les 4 premières figures s'appuyant sur les 4 coins de celle-ci. La dernière, la plus complexe, qu'elle place au centre, est cependant la mieux réussie, avec un tracé plus assuré, comme si le cadre qu'elle avait précédemment constitué lui avait servi de contenance. Ce rapport à l'espace, avec ses angoisses sous-jacentes, va s'exprimer de manière singulière à l'épreuve projective du Rorschach, test des taches d'encre, par la représentation à la première planche, dit-elle, d'un plan de jardin pour savoir où on est. Ce plan semblant servir d'ancrage, de repère pour ne pas se perdre.
Elle ajoutera plus loin. À un jardin, là les pelouses, ici un petit endroit pour faire un pique-nique et à côté un parc pour jouer. Notons que ces images idylliques, apaisées, font suite à des représentations très chargées sur le plan pulsionnel, avec un retour de l'agressivité contre soi, notamment aux planches bilatérales, sollicitant les représentations de relations sur leur versant pulsionnel, agressif et libidinal. Ainsi, si aucune représentation de relation n'émerge dans son protocole, c'est dans la relation transférentielle, et notamment à la planche renvoyant plus particulièrement au féminin et aux imagos maternels, que Milena poursuit son cheminement intérieur. Ça me fait penser à une porte de jardin. Il suffit de la mettre à l'envers et on voit ce que c'est. Mais toi, tu sais. Sujet supposé savoir, savoir supposé de l'autre, savoir sur ses origines que détiendrait sa mère, sa thérapeute, dont le cabinet se trouve à Versailles. Et elle ajoute, comme dans le château de Versailles. Il y a une haie. En faisant une ouverture, on dirait qu'il y a une porte en bois. Une haie en forme de porte, emblant la porte, et là, on voit la haie et le fond du jardin. Porte qui s'ouvre sur un jardin intime, sur une rêverie. Un château peut être habité par un roi et une reine, prémisse d'un roman familial en construction. Mais aux planches suivantes, qui renvoient davantage aux relations précoces, un sentiment d'étrangeté émerge. C'est bizarre, ça devient de plus en plus bizarre, dit-elle. Animaux hybrides, grenouilles informes, peuplent son imaginaire, révélant des angoisses plus profondes, angoisses de mort, de dévoration, qui semblent faire écho à l'histoire maternelle. Ainsi, l'agressivité orale dans les relations finit par émerger au travers de souvenirs plus ou moins confabulés. Sur la plage, j'ai vu une baleine, mangée par des crabes. J'ai eu peur de ses dents. On pense aussi au crabe, au cancer du grand-père maternel qui l'a emporté. Puis elle ajoute à la dernière planche, « Ça me fait penser à un requin-ci qui était mort, qui saignait de partout, avec 4 crabes, un papa, une maman et 2 enfants qui les dévoraient. » Dévoration réciproque, dans un lien mère-fille particulièrement fort où la seule échappatoire serait le passage à l'acte. Cette petite fille, pourtant vive et malicieuse, semble comme empêchée de construire véritablement son roman familial, de se laisser aller à ses fantaisies diurnes. Ainsi, elle nous raconte à la fin du Rorschach ne pas supporter le coassement des grenouilles la nuit et avoir tapé sur l'une d'entre elles, puis avoir pris une bombe anti-grenouille pour qu'elle arrête de chanter. Pense-t-elle alors à la princesse grenouille et au prince Ivan ? En tout cas, elle interrompt de cette manière toute rêverie. C'est ce que l'on retrouve au travers de ces récits, à une autre épreuve projective, le TAT, où il s'agit cette fois de construire des histoires à partir d'images. À plusieurs reprises, elle fait référence à des contes ou des histoires où il est question de l'abandon d'un enfant ou du rapt de celui-ci. Mais elle fait l'impasse sur ce qui relève à proprement parler de l'adoption. Ainsi, à une planche réactivant la problématique de perte et d'abandon, elle imagine ce récit. Mowgli, qui est dans la barque et qui est tout petit bébé et qui atterrit en Chine, il parle chinois. Et il y a des loups qui viennent le récupérer. Et comme il y a Shere Khan, et Mowgli, non, j'ai pas envie de rester, je veux aller dans le monde des humains. Et après, quand il voit Shere Khan, il a peur et donc il va dans le monde des humains. Dans ce récit fait de bribes, pas si bien articulées les unes aux autres, elle fait donc l'impasse sur le couple que forment Balou et Bagheera, prêts à adopter ce petit homme. Mais aussi, en ne la nommant pas, sur la louve qui a élevé et éduqué cet enfant parmi ses frères louveteaux, jusqu'à l'arrivée de Shere Khan. C'est comme si, à nouveau, les angoisses de dévoration liées à cet animal terrifiant empêchaient l'élaboration d'un récit plus structuré. Dans un autre récit, à la dernière planche, celle qui est blanche, sans image, elle nous raconte. C'était un château, il y a eu réponse dedans. Et ben la nuit, elle descend de sa tour pour voir le prince charmant Eugène, et il l'emmène au village voir le roi et la reine.
Où est passée la sorcière du conte original des frères Grimm, celle qui vole l'enfant à ses parents parce que la mère, pendant sa grossesse, a mangé les fleurs du jardin de la sorcière, des réponses, cueillies par son mari, et qu'en représailles, pour que celui-ci ait la vie sauve, elle leur prend leur enfant. Dans la version des studios Disney, dont Milena ne nous livre que des morceaux parcellaires, Réponse pense que la femme qui l'élève dans une tour où elle l'a enfermée est sa mère, et c'est grâce au brigand Eugène qu'elle finira par retrouver ses parents d'origine, le roi et la reine. Or, comme le rappelle Michel Soulet dans La connaissance de l'enfant par la psychanalyse, je cite, on l'a déjà entendu mais je le recite, le roman familial fournit ainsi un bel exemple du rôle et de la fonction des fantaisies. Fantaisie typique de la période de latence, le roman familial fait partie de l'héritage du conflit oedipien, qu'il réaménage, utilisant l'énergie pulsionnelle dans un compromis qui équilibre les forces. Cela aboutit au clivage de l'objet et à sa bipartition. Les bohémiens, ou la sorcière comme dans ce conte, qui ont volé l'enfant, sont les méchants parents. Les rois et les reines à qui il a été volé sont les bons objets. Et il ajoute plus loin. Par le roman familial, l'enfant nie la scène primitive. Il sépare les parents et il reporte les relations de la mère toute-puissante ailleurs avec un inconnu tout-puissant et non castrable. C'est un essai de distanciation par rapport à la scène primitive. Ainsi, il semblerait que Milena ne parvienne pas à cette bipartition, à ce clivage entre bonne et mauvaise mère, comme le montre l'absence explicite de la sorcière dans sa narration du conte de Réponse, ou l'absence des bons parents de substitution dans l'histoire de Mowgli. Bruno Bettelheim, dans Psychanalyse des contes de fées, nous dit aussi, je cite, « C'est grâce aux contes de fées que la petite fille et le petit garçon oedipien peuvent gagner sur les deux tableaux. Ils peuvent, grâce au fantasme, jouir des satisfactions oedipiennes, tout en restant dans la réalité en bons termes avec leurs parents. Cette absence de jeu véritable, d'aller-retour entre la fiction et la réalité, ne permet pas à Milena d'exprimer son sentiment d'ambivalence à l'égard de la figure maternelle, ce qui provoque chez cet enfant des passages à l'acte violents qui, nous le rappelons, ont toujours lieu en présence de sa mère. De plus, le prince charmant de ces récits arrive toujours, comme par magie, à sauver la princesse, mais sans jamais devoir affronter la méchante marâtre. Ainsi, l'absence de conflit dramatisé et intériorisé se traduit en passage à l'acte violent dans le réel, comme sa défenestration. Et contrairement à l'enfant tentant de nier la scène primitive par le recours à ses fantaisies diurnes, Milena nous la livre à la planche du théâté, où figure le rapproché entre deux personnages où seuls les visages sont représentés. Oula, c'est deux hommes et une femme qui s'embrassent sur la bouche. Trois personnages donc, alors qu'on n'en perçoit que deux. Comme si les fantasmes de Milena avaient rejoint ceux de sa mère. Il faut être trois pour faire un enfant. Un père, une mère et probablement un grand-père. On pense alors à la représentation du griffon qu'elle avait donnée à la planche du Rorschach, renvoyant notamment au symbolisme phallique, créature mythique hybride composée de trois parties d'animaux distincts. Corps de lion, tête et ailes d'aigle, oreilles de cheval. Symbolise-t-elle de cette manière le fantasme des parents combinés ? Cette créature idéalisée et toute puissante, souvent associée aux divinités et héros des cultures mésopotamiennes, grecques ou romaines, a pu être considérée au Moyen-Âge comme un animal réel, jusqu'à ce que l'historienne Adrienne Mayor mette en évidence la théorie selon laquelle l'observation pendant l'Antiquité de fossiles d'espèces animales éteintes aurait inspiré la création de créatures mythiques, dont celle du griffon. Son origine se situerait dans le désert de Gobi, là où ont été retrouvés des fossiles de Protocératops, petits dinosaures herbivores, partageant plusieurs caractéristiques avec le griffon. Désert de Gobi. Milena n'a-t-elle pas dit que Mowgli venait de Chine ?
Bon, je vais conclure rapidement. Cette étude de cas nous donne à penser que les passages à l'acte maternel viennent comme en miroir de ceux de Milena, comme la seule explication possible du sentiment d'étrangeté ressenti face aux crises de sa fille. Réponse que détiendrait seule la biologie. Réduire la quête des origines à une recherche de la biologie de la conception est peut-être à entendre chez cette mère comme une recherche de l'image qui manque et qui s'appelle l'origine, dont Pascal Quignard dit que nous la cherchons derrière tout ce que nous voyons. Cette question se pose pour tous les enfants, biologiques ou adoptés, on l'a beaucoup dit ce matin. L'adoption agit ici comme un amplificateur fantasmatique, comme dirait Vidlocher, de la problématique de Madame K, en particulier de son conflit oedipien. En refusant de porter l'enfant de son couple, puis en adoptant seul, et enfin dans sa recherche de père à travers le père biologique de Milena. Il faut remarquer que la recherche du père n'est presque jamais présente dans la quête des origines des enfants adoptés. Dans le cadre de l'adoption se pose toujours la question du rapport des parents à leur propre roman familial. Comment ont-ils perçu que la représentation idéalisée qu'ils se sont construites de leurs parents ne tient plus face à l'épreuve de réalité, ce premier temps dont parle Freud dans le roman familial des névrosés. Dans l'adoption, il semblerait qu'il existe des difficultés à se détacher des figures parentales. La mère de Milena a du mal à se poser comme mère face à sa propre mère. Du côté de Milena, l'examen psychologique montre sa richesse fantasmatique et ses défenses, mais aussi sa grande vulnérabilité et sa difficulté à se raconter son histoire. On pense à une adoption de papier, de dossier, qui contiendrait la clé de son origine que d'autres, comme sa mère, sa thérapeute, la psychologue, connaîtraient. Est-elle l'enfant d'un désir d'enfant que Sylvie Faure-Pragier propose comme nouveau fantasme originaire pour que l'identité se réfère aux désirs parentaux et non aux primates du biologique, Madame K parle seulement d'un besoin de transmettre. La quête des origines se réfère souvent à un défaut d'affiliation. Madame K semble poursuivre cette quête inconsciente à travers les recherches qu'elle entreprend pour sa fille. Elle ne peut réinventer et co-construire avec Milena un récit rassurant sur les origines de sa fille, elle-même étant très mal à l'aise dans son histoire. La conviction d'être l'enfant de ses parents s'installe au cours des premières relations avec les figures d'attachement. La question de l'origine se construit peu à peu à partir des rencontres avec l'environnement. Il s'agit du point d'inconnu auquel vient se joindre une production imaginaire, puis un fantasme de scène primitive. Les mythes fondateurs parlent de cette situation fondamentale universelle. Peut-être que la représentation du griffon, donnée par Milena Rorschach, témoigne de ce savoir sur l'inconnu. Le roman familial, qui permet de s'inventer des origines et d'être l'auteur de son histoire, vient chez l'enfant adopté rencontrer la réalité de son origine biologique au regard de la valeur symbolique de sa parenté adoptive. Les explications réalistes n'empêchent pas l'enfant de bâtir ses propres scénarios. L'histoire de l'origine peut être reconstruite, co-construite, dans une narrativité adaptée à chaque âge, en réponse aux questions, quand les enfants se sentent autorisés à en poser. Le fantasme des origines et le roman familial sont des productions imaginaires qui font partie du développement et de la maturation psychique. Elles se développent selon l'histoire de chacun et visent à s'approprier son existence. La recherche des parents biologiques pourrait-elle alors être interprétée comme une carence de l'imaginaire de la théorie privée des origines ?